Bonjour et bienvenue, je m'appelle Sylvain Couder, maraîcher, formateur des Jardins de la Valette. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast issu d'une visio. Parce qu'il faut savoir que chaque mois, on se retrouve sur Le Cercle. Donc c'est lecercle.lesjardinslavalette.com. Et là, on fait une visio, une discussion. En fait, c'est une discussion libre avec différents maraîchers. Généralement des maraîchers qui pratiquent le bio-intensif de près, de loin, mais on n'est pas fermé, peu importe. Donc tu peux aussi toi aussi venir et participer à notre visio. C'est tous les mois que ça se passe. Cette visio, donc ce podcast, il va être aussi disponible en MP3 que tu peux retrouver sur le cercle si tu veux l'écouter plus tranquillement. Donc voilà, je te souhaite la bienvenue et puis surtout une bonne écoute. Donc c'est parti si tu veux me poser des questions. Du coup, c'est d'actualité avec la dernière vidéo que tu as mis à jour sur la formation, c'est les tunnels F1. Ouais. Je me pose la question, parce que vu que là, je commence en plein champ, on est presque mi-mars, est-ce que ça vaut le coup sur certaines cultures de mettre des tunnels F1 ou si on veut les mettre sur toutes, ou si le filet climatique, ça suffit, ou si on le double comme tu as mis pour les fenouils. Là. Pour les fenouils, tu disais qu'en fonction des températures, on pouvait doubler le filet climatique. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut que je me remette à faire des tunnels F1 à cette période-là? Alors, ouais, doubler les filets, c'est une chose qu'on peut pratiquer lorsqu'ils annoncent des grands froids. Tu vois, ce week-end, chez nous, ils annoncent du -3. Donc, je vais peut-être doubler quelques filets. Après, tu peux pas doubler du filet constamment. Parce que le problème, quand tu doubles du filet, au bout d'un moment, tu n'as pas assez de lumière et pas assez de chaleur, finalement, qui rentre. Donc, c'est pas mal de doubler les filets de façon temporaire. Mais c'est pas quelque chose que tu peux laisser en place tout le temps. Ensuite, monter des tunnels F1 maintenant, ben, ça dépend des cultures finalement. Nous, on a des cultures là, on vient de planter en plein champ du chou, notamment beaucoup de choux, on les met pas sous tunnel F1. Par contre, ouais, celles que j'avais plantées en janvier, elles sont encore sous tunnel F1, je vais les laisser comme ça dessous. Si tu veux planter des trucs un peu plus précoces, type courgette, ben même tu vois, c'est presque limite, mais voilà, il faut le faire en tunnel F1. Tu vois, ça va un peu dépendre des cultures que tu veux faire aussi. Là, en gros, c'est les choux, il y a betterave, fenouil, chou, après c'est chou rave, c'est des choux aussi. Ouais. Et navet. Ouais. En clair, tu n'as pas besoin de monter du tunnel F1 pour ces cultures-là. Enfin, je ne sais pas trop exactement la région, je ne me rappelle plus trop. C'est région centre, donc là, tu vois, les froids de ce week-end, c'est moins. Il y a zéro, pas moins 1. Il y a peut-être moins 1. Mais... Ouais, ce qu'ils annoncent ce week-end qui arrive là. Ouais, donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis les filets climatiques là sur les. C'est suffisant. J'ai expliqué radis, donc ce radis, épinard, radis, navet, ceux qui a protégé, on a mis les filets anti-insectes, navet, radis, chou chinois, et après on a mis les climatiques dessus. Ouais, mais c'est carrément, oui, c'est suffisant, c'est suffisant. Après, le tunnel nantais F1, tu vas gagner en précocité, mais là aujourd'hui au mois de mars, il n'est pas nécessaire. T'as pas besoin de ça pour les cultures. Moi, je fais des cultures sans tunnel F1 comme tu fais là actuellement pendant longtemps, quoi. Ouais, le F1 il est intéressant plus tôt en saison, quoi. Ok, d'accord. Parce que c'est pour savoir si je passe du temps à faire ça ou à autre chose, parce que. Non, à moins que tu veuilles gagner en précocité, mais je veux dire, c'est pas indispensable. Et en plus, attention, les choux, le problème de tunnel F1, c'est que tu protèges pas tes choux contre les insectes. Donc dès que tu vas avoir les premiers vols, finalement, ça va être presque problématique, quoi. Parce qu'après, justement, je vais te poser cette question-là. Quand tu es en tunnel F1, tu mets les filets avant de mettre la bâche ou tu mets que la bâche? Tu parles de filets anti-insectes? Ouais, les filets anti-insectes, tu les mets avant les tunnels F1. Non, il n'y a pas. Non, mais en fait, tu peux pas vraiment mettre de filets anti-insectes avec tes tunnels F1, à moins que tu mettes par-dessus. C'est ce que moi je fais pour vraiment protéger du froid. Par-dessus mes tunnels F1, je vais rajouter mon voile climatique. Mais par-dessus, tu vois, 3 tunnels. Alors, eux, ils peuvent faire office de filets anti-insectes, mais tu peux pas les mettre dessous, quoi. D'accord. Ouais. Dans la période où on utilise les tunnels F1, en gros, les filets anti-insectes, ils servent pas à grand-chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, tu vois, les cultures qu'on va faire dessous, nous, on fait des semis ou plantations en janvier, pommes de terre, carottes, radis. Bon, radis, allez, on peut dire qu'il y a quelques insectes, mais en janvier, février, il n'y a rien, tu vois, qui se passe. Et ouais, voilà, enfin, je veux dire, on n'a pas vraiment besoin des filets anti-insectes à ce moment-là. Et du coup, comme tu parles des carottes, des semis de carottes et semis de radis, à cette période-là, juste le filet climatique, ça suffit. Au mois de mars, là, oui, ça suffit.
Et poser au sol comme tu fais ou il faudrait mettre sur Moi, je les pose au sol. Poser au sol, c'est plus simple parce que après, pour le désherbage, moi, je travaille au biodisque et t'as pas les arceaux qui t'embêtent. Donc, au sol, c'est suffisant. Tu peux même faire ton semis, puis remettre une bâche noire par-dessus si tu veux que ça chauffe un petit peu. Il faut bien surveiller la levée, hein, évidemment, parce que sinon, elles vont filer, et elles vont mourir si tu ne le louves pas. Mais tu vois, tu peux laisser ta bâche pendant quelques jours. Donc, ça met du temps à lever. Au mois de mars, ça met du temps à lever en plein champ, mais ça lève. Ouais, il n'y a pas de crainte au niveau levé. Là. Moi, j'ai mis filet climatique posé au sol et en gros, il faut compter quoi, 20 jours là, à cette période-là? Ouais, 15 jours, 15 jours, c'est sûr. Ça dépend de comment ton sol se réchauffe, mais oui, ça sort pas en 5 jours. Et les radis, ça va plus vite, quoi. Ça va être 10 jours, hein, non? Sous serre, ils ont mis une semaine pile poil. Ouais, mais oui, c'est ça, 10 jours. Tout dépend de la température de ton sol, mais ouais, 10-12 jours, même pour les radis, il faudra ça, quoi. Okay. Il y avait d'autres questions hein, ou sur les tunnels ou ça va? Bon, là, maintenant, c'est bon. Pour les tunnels F1, si j'ai pas besoin de les faire, ça me soulage. Ouais, c'est un peu de travail. Déjà, il faut avoir les bâches, etc. Ça, on les a, ça, mais c'est là, vu qu'on s'installe, il faut percer déjà toutes les bâches. Il faut faire les toiles tissées, il faut couper les filets anti-insectes, les filets climatiques. Et là, il y avait des fins qui se rajoutaient, donc la vidéo a tombé bien pour voir si Et du coup, j'aurais une autre question sur le socle éclateur. Ouais. Parce que dans la commande, moi, de mon matériel, on s'est trompé, on a pris un 60 mm, donc moi, je vais faire avec pour l'instant. Okay. Mais même en semant comme ça, et ben en fait, ça rabat, le socle, il rabat sur le rang suivant du lit. Avec les ailettes Non, sans les ailettes, parce que là, en fait, sur le 60 mm, t'as qu'une ailette comme sur le simple. Mais en fait, avec le forme du butoir, moi, ça me rabat. Est-ce que toi, ça te fait pareil? En plus, avec le 120, j'imagine que ça fait tellement de mouvement de terre en poussant que ça fait un petit tendin de terre et ça rabat la terre sur le. Je suis en train de le regarder en même temps. Ouais, je vois ton socle. Non, nous, on n'a pas on n'a pas ce problème-là. Après, il faut faire gaffe à la profondeur, de pas être trop profond quand on utilise le socle avec ce socle-là. Il faut régler moins profond qu'avec le socle simple. Donc, parce que comme les carottes, non, ou faut. C'est ça. Là, j'ai pas le réglage de mémoire, mais en profondeur, il faut quand même être assez en surface pour pas justement trop ramener de la terre et que ça gratte partout, quoi. Et toi, ça t'en ramène quand même avec le 120 sur les rangs suivants? Ouais, peut-être un petit peu, mais enfin, moi, ça fait des années que je fais comme ça pour le radis, il y a pas de souci, quoi. Ouais, non, mais c'est parce que du coup, moi, j'ai gardé mon réglage que le JP1, ça fait 7 ans que j'avais utilisé en amateur. Ouais. Et du coup, j'avais mes réglages avec le socle simple et là, ça me rabat trop de terre. Donc, avant de changer la profondeur, je voulais savoir, donc du coup, tu réduis vachement la profondeur pour servir du socle éclatant. Et je te dis, moi, les rasettes derrière, elles sont, on a enlevé les ressorts, donc elles sont pas du tout agressives, hein. Ouais, mais moi, elle n'est pas du tout. Moi, je crois bien que le ressort, ils ont dû l'oublier parce que quand on le touche, il se lève, il bouge. Et c'est lui qui te pose problème, du coup, quand même? Non, c'est la forme du butoir, en fait, elle me ramène la terre sur les rangs suivants. Donc, les rangs de rive, ça va. T'as bien la marque de la roue quand tu passes. D'accord, je comprends. Les rangs intermédiaires, à chaque fois, ça fait un petit tendin de terre qui revient un petit peu sur le rang. Mais oui, non, mais nous aussi, hein, ça va faire un petit. Ah, d'accord, je comprends mieux. Mais nous aussi, ça va faire un petit peu ça, mais il n'y a pas de. Enfin, tu vois, ça enfonce pas de 5 cm. Enfin, ça reste en surface. C'est pour du radis, il y a pas. Enfin, t'as vu la levée, elle était comment? T'as pas au début, c'était pas terrible. C'était pas. Okay. C'est pour ça que j'en ai refait en extérieur et pour me dire pour sauver le truc. Et du coup, en fait, les rangs ils sont réguliers, ils ont réussi à passer au travers comme j'avais fait sur ton poste. Donc, j'avais peur que ça lève mal. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une doublette après dehors. Non, nous on n'a pas Enfin, tu vois, on voit pas de problème sur le radis, mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe de le mettre quand même assez en surface ce butoir, parce que c'est vrai que sinon ça creuse gras. Et du coup, en parlant du socle, toi dans la formation, toi le premier trait c'est le 0, parce que quand tu dis socle à 1, c'est 0, 1, 2, et à ras. 0 c'est à ras. Ouais, mais le 0 c'est le premier trait qui est marqué sur les socles. Non, le 0 c'est vraiment, tu as le socle qui est complètement collé à la platine, quoi. Donc, tu vois pas la tige dépasser. Dans l'autre sens, 0, c'est comme s'il était, on en verrait beaucoup. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça, 0, 1 et 2, ouais. Donc, c'est 0,
Et après, les 3 Zéro. traits, 1, 2 et 3. Ouais, 0, c'est le plus profond. Ouais, voilà, donc moi, je raisonnais en sens là. Ok, d'accord. Donc, le 0, c'est le plus profond. 1, Ouais, il 2 faut et que je 3. clarifie. Ouais, ouais. C'est Moi, vrai je que c'est peut-être raisonnais. pas hyper clarifié ça, mais ouais, 0, ouais, mais 3, on y va jamais. Ouais, on y va rarement. Ouais, donc, moi, j'étais trop enterré, du coup, pour mes radis, parce que moi, c'est 1,5, je crois. Tu conseilles 1,5 ou 2. Et du coup, comme je compte dans l'autre sens, et ben, ça me fait. Ouais, Ouais, je pense même que je suis à 1, je pense même, tu vois. ça enterre beaucoup alors. Hein, Non, t'as raison. Oui, oui, ouais, ouais, non, c'est plus, ouais. Ouais, il faut voir ce qu'il y a écrit, ouais. Et après, le troisième trait, de toute façon, le butoir, et la forme de butoir, elle touche presque. Oui, après, tu peux pas toujours le remonter à fond. Ouais. Non, tu peux plus. Hop. Ok. Il y avait d'autres trucs que vous vouliez voir? Non, après, j'avais des soucis avec je me suis fait des petits nœuds au cerveau avec la quantité de compost au mètre carré. Ok. Mais du coup, après, vu que tu parles de 5 brouettes, Ouais. les 5 brouettes, c'est actuellement. Donc, ça veut dire quand tu as démarré ton sol, tu en as mis le double, à peu près. Ouais, mais j'ai toujours travaillé avec 5 brouettes, mais c'est vrai que les premières années, je mettais 2 fois 5 brouettes parce que moi, je trouve que quand tu mets direct 10 brouettes, ça fait beaucoup de compost et je trouve que c'est pas facile à travailler derrière, tu vois. Même pour les semis et tout, moi, j'aime pas trop. Ça fait vraiment trop. Donc, ouais, 5 brouettes par planche de 20 mètres. Et si je veux en mettre plus, ben ouais, ça fera 2 fois dans l'année, tu vois, je les mettrai, quoi. C'est ce que j'ai fait au début, mais là, on est plutôt à 5 brouettes tous les 2 ans, quoi. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais 3 cultures consécutives, admettons, sur une planche, tu fais pas 5 Ouais. brouettes à chaque fois, du coup. Non. Tu fais Non, 5 non, je te brouettes. dis là. Non, c'est ça. La première année, on était aux alentours de 10 brouettes, tu vois, Hum, pour vraiment pendant 1 an ou 2, tu vois, max. Et après, on est passé plutôt à 5 brouettes par an. Et maintenant, on est à 5 brouettes tous les 2 ans. Donc, je mets pas à chaque culture, je mets plutôt, je pense en jardin, tu vois, je vais mettre en jardin 1, je vais en mettre en jardin 3, je vais en mettre en jardin 5, tu vois, et ça va suivre ma rotation. Pareil dans mes serres, donc ça ouais, fait donc, c'est un ça. an sur deux, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en itinéraire technique, j'ai 3 cultures consécutives sur une planche cette année, admettons. Ouais, Et ben, par rapport à tes itinéraires, faut pas que je mette 5 brouettes à chaque fois. Je mets mes 5 brouettes ou mes 10 brouettes d'un coup, et après, j'en mets plus. oui, oui, c'est ça. Et Et je mets que la fiente et le potencali ouais, en conséquence. ouais. Ouais, c'est ça, le compost, moi je le vois vraiment comme un apport au départ, les premières années, et puis après un entretien du sol, mais pas tellement pour chaque culture, tu vois, c'est vraiment pour aider le sol et nous aider nous pour cultiver de façon générale. Et je le visualise pas, c'est pas pour la culture. Hum. Ouais, c'est pour un confort au niveau du sol, des lits de semences et puis un entretien Ouais, que complètement, la surface du complètement. sol. Impeccable. Ouais. Et c'est vrai que ces apports massifs qu'on fait les premières années, pendant 2 ans ou 3 ans, ben après, c'est vrai que ça aide vachement. Le sol, ça dépend des sols, mais enfin, chez nous, ça a vraiment fait la différence, quoi. Ah oui, Et après, ouais, tu vas être juste à l'entretien. bah, c'est sûr. Moi, vu que je m'installe que de cette année, mais toutes ces techniques-là, moi, je te suis Hmm. depuis longtemps. J'ai un Martin pareil, donc ça fait 6 ou 7 ans que je les pratique en Ouais, amateur. J'ai vu la différence. ouais, Il n'y a plus carrément. rien à faire. Enfin, par rapport aux premières années, dans mon potager, j'avais plus rien à faire à la fin. Donc là, le reste, enfin, maintenant, en pro, je pense que ça fera la même chose. Ben ouais, 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 non, c'est sûr qu'au niveau du sol, ça devient très Ouais, simple au bout d'un moment. ouais. D'autres questions qui. Moi, j'en ai plein. Hein. Ben vas-y, hein, regarde, après on Mais il y a- prendra, on est que trois. Ou alors on change, sinon, et après on reviendra avec vous. Ouais, comme Beuvry, tu veux. T'as les questions, t'as le micro coupé. Faut appuyer sur la barre d'espace pour le rallumer. Ouais, c'est bon. Ouais, bonjour, ouais, désolé. Bonjour. Euh, ouais, du coup, j'avais des questions plus par Ouais, rapport aux rotations, moi, parce ouais, que en fait, j'essaye d'enchaîner des cultures de printemps et de mettre des solanacées derrière. Et à chaque fois, enfin, genre, il y a ce que j'arrive à mettre sur crop, puis après, il y a la oui, réalité. Et la réalité, ouais. c'est que j'ai toujours genre du retard. Et enfin, mes récoltes, elles se font alors que mes plants, ils sont déjà trop près. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé l'an dernier. Oui. J'avais mes pieds de tomates en pépinière qui attendaient et tout, alors que j'avais pas encore récolté. Enfin, savoir un peu comment anticiper ce problème-là et mieux gérer, quoi. Voilà. De toute façon, avant les solanacées, je sais pas quand est-ce que tu peux laisser le micro allumé, hein, si tu veux. Hein. Ouais, Et avant les solanacées, ben nous on plante mi-avril, début avril. En vrai, il y a rien qui passe avant.
en culture précoce que je peux planter en janvier. J'aurais pas le temps d'avoir une culture avant mes solanacées, ça c'est pas possible pour moi. Pas dans ma région. Alors Ok. certains font des cultures plus tôt, tu vois, en octobre, novembre, mais c'est quand même des cultures à risque qui ont tendance à monter et ils arrivent à avoir des récoltes fin mars, mi-mars, tu vois. Mais il faut que ça parte vite au marché, donc ça, pour moi, c'est pas possible non plus. Donc devant mes solanacées, soit tu vas avoir une fin de culture de l'année d'avant. Je te dis une bêtise, mais enfin, pas une bêtise, mais tu vois, un exemple, tu as fait un épinard en automne, une blette, des choses comme ça qui ont passé l'hiver et tu t'en récoltes parce que tu es encore en vente en janvier, février. Et puis là, tu peux, tu vois, basculer après en avril, tu auras le temps de passer à tes tomates enfin, ou solanacées. Ça, c'est la solution. Et l'autre solution alternative que moi j'ai pratiquée, qu'on pratique encore, c'est la contreplantation. C'est la seule façon de pouvoir faire des légumes avant tes tomates sans que ça te gêne. Comme je l'expliquais dans la formation, on va planter par exemple 2 lignes de salade sur le bord de ma planche de tomates. C'est ce qui a été fait là. Hein. Nous, on a planté là début mars des lignes de salade à côté des futures tomates. Et au mois d'avril, je planterai ma tomate au milieu donc de mes salades. Mais à Ouais, part peut-être le radis, à part les radis, je vois pas de culture qui peut passer avant, quoi. ok, ouais. Bah, j'avais essayé du coup la contreplantation, mais je crois que je m'étais mal pris et du coup, genre, il y avait une trop grosse concurrence entre les deux et genre, c'était un peu galère, mais enfin, genre, je trouve le concept est bien, mais quand j'avais essayé de mettre en place, ouais, ça marchait pas, quoi. Mais c'est clair, c'est ce que je dis hein, dans la formation, la contreplantation, c'est intéressant sur le papier, c'est super, ça Mm. peut faire des bons résultats, mais on a intérêt de bien gérer déjà les deux cultures, déjà la culture principale et l'autre, de bien savoir tout l'itinéraire, etc., de l'avoir pratiqué plusieurs années avant d'essayer de faire la contreplantation, parce que tu as ces problèmes de concurrence, de lumière, d'irrigation, de fertilisation. Tu peux créer plus d'humidité, donc tu peux avoir plus de maladies à telle ou telle culture. Donc, ouais, la contreplantation, faut y aller mollo et il faut faire des essais, quoi. Ouais. Ok, merci. Mais non, c'est vrai que, ouais, non, peu de cultures, à part le radis, franchement, tu vas avoir une place, tu peux rien faire avant les solanacées. Il y avait d'autres questions que tu voulais aborder, d'autres points? Non, pas forcément. Enfin, moi, c'était plutôt d'avoir voilà, cette serre vide parce que j'attendais les solanacées. Du coup, je me disais c'était dommage d'avoir une serre vide. Mais à part ça, non, Non, c'est bah, ça. j'ai pas mal de problèmes avec ma. Parce que j'essaye de faire de la ferti-irrigation Ok. et, et en fait, j'ai du mal à doser. Enfin, j'ai un dosatron et Ouais. franchement, c'est. Enfin, bon, voilà, c'était un peu un échec l'an dernier. Ouais. Je suis pas très précis en fait. Je sais pas quel est enfin, est-ce qu'il y a un moyen pour être précis Avec le dosatron? Ouais, Alors moi je connais par principe et je connais parce que j'ai utilisé ça il y a longtemps quand j'étais en BTS horticole. J'utilise pas ça sur ma ferme aujourd'hui. Donc ouais, j'ai pas vraiment de réponse à apporter. Après ça dépend des dosatrons. Il y en a qui sont plus ou moins dosés. Enfin tu peux plus ou moins doser. C'est vrai qu'à la base le dosatron c'est vraiment fait pour les engrais liquides et les engrais chimiques hyper dosés. Je sais pas qu'est-ce que tu mets comme engrais liquide en bio. À moins que tu sois peut-être pas en bio, ben mais là, en fait, si, je suis en bio. Du coup, ce que je faisais, c'était de récupérer de la fiente de poule du voisin. Je mettais tout ça dans de l'eau. Et du coup, ouais, après, je filtrais. ouais, Et du coup, après, enfin, c'était pour pouvoir facilement en fait, remettre un boost aux cultures ouais. en Et, cours. Voilà. et quand tu dis ça n'a pas marché, c'est quoi qui te. Genre, c'était surfertilisé ou Ouais, sous-fertilisé? c'est ça en fait. Bah, ça me faisait des coups bah, surfertilisés, puis après plus Ouais. rien. Et après je remettais du coup, et du coup, enfin, genre, j'arrivais pas à doser le bon truc bien constant comme il faut, quoi. Je sais que ce qui est difficile en fait quand on utilise un dosatron ou le système Venturi, quand on veut faire de l'injection donc liquide dans le réseau d'eau, c'est aussi où c'est que tu le places sur ton réseau. Parce qu'il faut bien imaginer, je sais pas comment toi c'est ton réseau, mais moi je sais pas combien il y a de centaines de litres d'eau déjà présents dans le réseau. C'est-à-dire que si je mets mon dosatron là où j'ai ma pompe, par exemple, le temps que le fertilisant il arrive jusqu'à mes cultures, il va falloir déjà que ma culture elle prenne toute l'eau qu'il y a dans le réseau.
parce que le produit ou la fiente de poule, enfin n'importe ce qu'on mettra, le purin d'ortie, le temps qu'il arrive jusqu'au gicleur ou au goutte à goutte, il y a un certain temps. Donc ça, c'est déjà, il faut connaître ce temps-là. Il faut savoir combien de temps ton produit y met entre ton dosatron et là où tu irrigues. Je sais que il y en a qui font des tests. Alors, je sais pas qu'est-ce qui est utilisable en bio avec un colorant. En fait, tout simplement, tu mets du colorant dans ton dosatron et tu chronomètres. Tu vois, serre 1, combien de temps ça a mis à arriver? Serre 2, combien de temps ça a mis à arriver? Pour que tu saches à quel moment finalement c'est ton engrais qui part. Et comme ça, tu peux laisser une durée de temps d'arrosage pour que l'engrais arrive. Parce que ce que tu peux faire, je dis une bêtise, mais ce qui est tout à fait possible quand on utilise un dosatron, c'est tu lances ton dosatron, tu lances ton irrigation, tu mets ça, je sais pas moi, 20 minutes. Finalement, ton liquide, il a mis 18 minutes à arriver, donc il n'est même pas passé dans ton réseau. Et c'est la culture d'après qui va l'avoir. Donc, tu peux te créer comme ça des irrigations avec et sans trop savoir à quel moment ça sort finalement par tes gicleurs ou par tes gouttes à gouttes. Ok, ouais, bah merci, je vais me renseigner sur les colorants du coup, pour essayer de mieux voir, enfin, parce que en effet, moi, mon dosatron, je l'ai placé juste après la pompe parce que c'est mon circuit principal, et comme ça, j'en Ouais. avais qu'un et j'allais pas en mettre un par jardin ou par serre, quoi. Je comprends, Mais, c'est la ouais. logique, ça c'est assez normal de faire ça. Je sais que les gars qui utilisent des dosatrons, ils ont carrément des abacs en disant, je te dis, serre un de tant de minutes à tant de minutes pour pouvoir avoir le fertilisant. Donc, il va falloir qu'ils arrosent vraiment un certain moment. Voilà. Et chaque serre, en fait, finalement, chaque point de ton réseau risque d'être différent. Ok. Et la théorie, normalement, une fois que tu as fini donc d'utiliser ton dosatron, genre, je sais pas comment tu le coupes, mais t'enlèves le produit par exemple, ou tu le coupes, ou tu fermes la vanne, tu dois continuer à irriguer pour rincer ton réseau. Donc, pour plus qu'il reste de fertilisant dans ton réseau, d'une parce que tu n'es pas censé le mettre sur d'autres cultures si tu veux pas, et aussi pour éviter certains développements de bactéries ou d'algues dans les réseaux à cause des fertilisants organiques qu'on pourrait mettre dedans en fait. Ouais, ça, je fais une grosse purge. En fait, Ouais, je mets tout par aspersion et au bout de ouais, mes aspersions, j'ai des vannes en fait. Du coup, j'ouvre ouais, tout et voilà. pour tout, ouais, Et ouais. ouais. Et derrière aussi, je l'utilise pour pouvoir nettoyer mes tuyaux de goutte à goutte. Je mets un peu de vinaigre ou d'acide pour virer le calcaire. Ouais, Mais c'est plutôt efficace. Ouais. ouais. Le vinaigre est autorisé, ouais, je crois. L'acide, on a le droit d'utiliser l'acide, mais il faut pas que ce soit sur le sol. On peut mettre, voilà, dans les chemins, les choses comme ça, pour les gouttes à gouttes. Ouais. Mais le dosatron, moi, c'est quelque chose que je me suis souvent posé la question. Mais ouais, il y a cette technicité à avoir, et puis les produits qu'on met dedans. Mais là, c'est toi qui te le fais. Moi, j'utilise du purin d'ortie, tu vois, que je fais moi-même, et c'est vrai que j'ai jamais trop de. Pour les dosages, c'est un grand questionnement. Ouais, Ouais, c'est que de laisser erreur et bon, pour ouais, l'instant, c'est ça, voilà, c'est ça. je fais des En fait, tests, mais l'idéal, ça serait que tu ailles rencontrer, si tu as dans ta région un maraîcher en conventionnel qui utilise un dosatron. Hein, et tu verras, je suis quasiment sûr qu'il a une abac à sa station de pompage qui va te dire, ah ben ouais, moi je sais que cette serre, c'est tant de minutes, cette serre, c'est tant de minutes, etc. Et il peut t'expliquer comment il fait, quoi. ok, bah, merci. Il y avait d'autres choses que tu voulais voir? Non, c'est bon, merci. Ok. Ok, on continue. Je vois qu'il y a Max qui est arrivé. Si tu veux prendre le relais, si tu as des questions à poser, on est là pour ça. Il faut appuyer sur la barre d'espace pour allumer ton micro, par contre. Non, ok, ça marche pas peut-être. Du coup, la micro-ferme des sapins, si coup, vous avez. je vais rebondir sur l'irrigation des serres, parce que moi, pareil, je me pose encore pas mal de questions. À une période comme à cette période-ci, là, en ce moment, là, au mois de mars, les cadences d'arrosage dans les serres, ce serait quoi en standard? Il n'y a pas vraiment de standard. Ça va quand même dépendre pas mal des cultures. Mais là, il va falloir faire beaucoup d'observations. Hein. Beaucoup d'observations, son sol, la tarière, voir où on en est. Moi, je peux avoir là en ce moment des carottes qui boivent pas mal parce que c'est de la carotte que j'ai semée en octobre qui, tu vois, elle va être presque prête d'ici 15 jours. Alors que le reste, une plantation que je vais avoir fait en février ou même en mars, si tu fais un arrosage tous les 15 jours à 10 mm, là, ça bouge pas, tu vois, j'ai pas besoin de plus, quoi. Ouais. Donc, il faut vraiment observer chaque culture, là, va être différente. Bah, Je peux pas.
Ouais. En gros, dans l'hypothèse où, comme là, nous, admettons, là, cette année, on a tout repiqué semaine 8. Donc, en gros, c'est que des nouveaux plans, des nouveaux semis. Il n'y a rien du mois d'octobre ou de janvier, quoi. Ouais, mais donc c'était il y a 3-4 semaines. Ouais, parce que je trouve que ça sèche beaucoup. Ça sèche en surface beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à l'intérieur parce que je l'avais acheté l'année dernière, la petite. Ouais, parce que le truc c'est ça, c'est que ça dépend de tes sols. Hein. Voilà, là l'irrigation c'est vraiment quelque chose de chaque ferme est différente. Moi je sais que j'ai des sous-sols qui sont vraiment gavés d'eau, donc même si j'ai des cultures où j'ai 10 cm de sec mais qui sont implantées, moi j'ai plutôt de l'hydromorphie dessous, donc j'ai vraiment beaucoup d'eau dessous. Il n'y a pas besoin d'arroser. Franchement les cultures elles y vont. Après si c'est un semis que je vais lancer, oui là un radis, une carotte, un navet, ben, je vais quand même faire gaffe à faire des arrosages très courts pour maintenir un petit peu la surface humide. Voilà, on est à la période la plus compliquée d'arroser. Hein. Mars, avril, c'est toujours le problème. Et puis après, au mois de mai, d'un coup, ça sèche. Et là, il faut qu'on arrose. Mais là, on y va quand même mollo au niveau de l'arrosage parce que tu peux vraiment créer plus de problèmes et créer de l'humidité. Les plants sont petits si tu les as plantés il y a 3-4 semaines. Donc, ils consomment très peu. Du moment où ils ont raciné, il te faut aller voir à 10 cm à la tarière ou gratter un peu. Tes plants, ils ont raciné, tu vas le voir et du coup, ils ont accès à cette eau, quoi. À moins que tu sois sur des sables hyper drainants. Quand tu fais un apport à cette saison, je sais pas l'apport que tu as fait, mais tu vois, nous, quand on plante, on fait 1 heure et demie, donc on apporte presque 15-20 mm. Mais ça fait quand même une réserve dans le sol pour quelques semaines, quoi. Parce que j'ai remarqué, par exemple, sur les fenouils, il y a des fenouils qui sont beaux et t'en as on dirait qu'ils poussent pas, qu'ils peinent, qu'ils deviennent un peu violacés. Le feuillage, il est pas vert. Ça fait pas vert, ça fait violet. T'as enterré les mottes ou tu les as posées? Ah non, ça, on les a enterrés. Ouais. Après, le fenouil, c'est particulier à ce ça. Il peut avoir un petit peu froid. C'est une des cultures qui est la plus contraignante en termes de chaleur à cette saison. Celle qui va pousser le moins vite de toutes les cultures que tu auras fait là. C'est celle qui va être la plus longue. Hein. Donc le fenouil, c'est normal qu'il patine un petit peu. Il attend le chaud aussi. Hein. Mais il faut quand même bien. Enfin, l'important, c'est lorsqu'on plante, quoi, la première semaine, de bien faire le plein pour que tes plants, justement, que la motte sèche pas, de pas planter des mottes sèches dans le sol et qu'elles puissent vite raciner. Non, sinon, après, tout est bien parti. Hein. Vous prenez les plants où, là, à cette saison? Comment? Vous avez un producteur de plants pas trop loin de chez vous? Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Juste à côté, en bio. Et ils sont top. Livré sur la ferme, c'est-à-dire qu'on a fait ce choix-là pour dégager du temps sur d'autres choses et puis être opérationnel et gagner aussi un peu en productivité au départ. Puis on verra au fur et à mesure comment on fait, ce qu'on fait en pépi ou pas. C'est des calculs à faire. Ouais, bah c'est clair. C'est bien qu'il y ait un producteur de plants pas loin. D'autres questions ou ça va? On n'est pas nombreux là. Peut-être c'est l'horaire qui a changé. Du coup, on a perdu du monde en route. Moi, après, je peux avoir des questions qui sont plus en termes de commercialisation et d'organisation plus que d'un point de vue technique. Il n'y a pas de souci. Par rapport à tout ce qui est balance, parce que j'imagine qu'il faut une balance en termes de salle de conditionnement qui, elle, n'a pas forcément besoin d'être entre guillemets vérifiée, normée, si j'ose dire, parce que c'est à titre indicatif. Oui. Il n'y a pas une balance de commerce, entre guillemets, qui est elle, à la boutique et qui, du coup, elle, doit être vérifiée de façon régulière. Ouais, complet. Et savoir si il y avait des possibilités, parce que j'ai pas trouvé de réponse ou de commercial à ce sujet-là, s'il y avait des possibilités pour avoir un lien entre la balance et un éventuel site internet, parce que nous, on a un site qui passe par une plateforme spécifique et ça nous arrangerait bien de pouvoir faire un lien entre les deux. Ça n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas encore. On n'a pas. Si, ça doit exister. Ça existe, mais ça va être des systèmes informatiques à plusieurs milliers d'euros, quoi. Oui, pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé. C'est ça, c'est des développeurs qui peuvent faire des raccordements, mais enfin, nous, c'est absolument pas. Ouais, c'est ça, ou des trucs que tu peux trouver en magasin de producteurs ou un supermarché, etc. Mais
mais sinon, non, il n'y a pas. J'avais déjà posé cette question à des informaticiens. Enfin, le marché, il n'est pas assez gros et ça intéresse personne de faire ça. Et puis, les balances, elles sont normées. Il y a tout un truc de législatif sur la balance. Tu vois, on les fait vérifier tous les ans, enfin, tous les 2 ans et tout. Du coup, on n'a pas. Non, t'as pas ça. Ok. Et donc après, Ouais, d'un non, point non. de vue, c'est pour faciliter en fait plus ou moins la comptabilité et tout ça derrière, ou avoir en fait des statistiques sur n'importe quoi, mais la quantité de tomates vendues par samedi ou par année ou par saison, etc. Est-ce qu'avec Alors, les balances et le système qui est déjà à l'interne, on peut un peu avoir ce ouais, genre de données? ouais, avec les balances, tu peux. En fait, tu as le ticket de caisse à chaque marché, par exemple, ou à chaque vente, qui va te calculer donc tous tes kilos de tomates, etc. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Chaque marché, je vais sortir mon ticket de caisse, ça va me dire le total par légume, total par marché, et voilà le nombre de kilos. Et à la fin de l'année, j'ai mon total aussi de toutes mes tomates, toutes mes salades vendues. C'est assez archaïque, hein, c'est un simple ticket de caisse, mais bon, ça fait le taf. Voilà, j'ai pas mieux. Après, je sais qu'il y en a qui utilisent des applis, etc. Mais ils sont obligés à chaque fois, à chaque vente, de rentrer ce qui est écrit sur la balance sur une appli, avec une tablette, par exemple, sur le marché. Je sais qu'il y a des personnes qui font ça. Mais moi, aujourd'hui, avec les marchés que j'ai, c'est pas possible. Ça prendrait trop de temps. Non, non, mais je regarderai. Tu avais mis ton modèle de balance dans la formation de façon spécifique. De toute façon, je sais plus, ça fait un petit moment, mais Je sais pas. Dans le forum, c'est sûr qu'elle y est. On en a déjà parlé. je reprendrai. Ouais. Où tu me reposes la question. Ouais, parce que c'est quand même des balances c'est assez fou, hein, d'ailleurs. Hein. C'est des balances qui valent très cher et tu te dis, mais c'est de la technologie des années 80. C'est assez incroyable. Après, quand je parle avec les gars des balances, ils me disent, ben, en fait, plus c'est un peu vieux, finalement, c'est moins simple à pirater, à contrôler, alors que si c'était tout numérique, finalement, enfin voilà, de ce qu'ils disent, ça serait plus facilement piratable. Mais bon, ouais, à voir quoi. Mais on n'a pas encore ce truc, ouais, de gestion connectée entre nos marchés, nos balances et une plateforme. Ouais. Et après, une autre question, pareil, concernant la commercialisation. Par rapport à tout ce qui est collectivité, donc notamment les cantines scolaires, par rapport à la circulation, ils ont des bons de livraison spécifiques qu'ils doivent avoir pour quand on fournit une caisse de carottes, Ouais. il faut un bon de livraison qui dit qu'il y a tant de carottes. Ouais. Est-ce que dans les différents logiciels qui ont pu être présentés sur la plateforme, enfin sur le cercle, il y a des choses qui sont faciles d'un point de vue utilisation et pas trop chronophages et qui peuvent répondre à ce besoin-là aussi en plus du reste? Bah, de toute façon, ouais, pour moi, le logiciel pour la vente, c'est Coupanda. C'est le logiciel que j'en parle dans la formation. Pour moi, c'est vraiment le logiciel le plus simple, le plus accessible. Moi, c'est ce que j'utilise pour les restaurants, c'est ce que j'utilisais avant lorsque j'avais mes paniers. C'est vraiment fait pour ça, quoi. C'est vraiment l'objectif de ce logiciel. Donc, ouais, ça te sort le bon de commande. À chaque fois que tu livres, ça peut te faire la facturation au mois si tu veux. Tu peux reprendre tous tes bons de commande, faire une facture, envoyer la facture, être payé en ligne par carte bancaire. Ça peut renvoyer des rappels, etc. Tu peux le sortir pour ta compta. Donc ça, c'est cool aussi. Et ils ont rajouté en plus dernièrement un logiciel de caisse. Si à côté, tu as des marchés, tu peux aussi rentrer les données de ton marché dans Coupanda et comme ça centralise toutes tes infos. Et c'est juste là, voilà, le chaînon manquant, c'est la balance qui envoie automatiquement à Coupanda, c'est le petit chaînon manquant, mais voilà, tu peux le faire quand même avec le logiciel de caisse. Mais ouais, mais ça, c'est vraiment le truc qui est cool hein, avec l'appli, etc. Je sais pas ce que vous utilisez comme logiciel, vous, mais. En fait, pour l'instant, nous, rien parce qu'on débute. La Ouais. commercialisation, elle se fait beaucoup, entre guillemets, pour l'instant, sur le site internet parce que les gens commandent un panier donné, mais après, sur le site, les gens payent en ligne et il y a un export de fichiers qui se fait. Et il n'y a pas de difficulté du tout. Enfin, ça peut me générer un bon de livraison, mais pour l'instant, c'est que des particuliers. Donc, en fait, le bon de livraison, ils s'en fichent. La facture, ils la reçoivent par mail. Et donc, en fait, il y a pour l'instant pas grand-chose à faire. Mais dès lors qu'on va avoir la boutique physique, entre guillemets, à partir de mi-avril, où les gens vont venir chercher une salade et, je sais pas quoi, 3 bottes de radis, il va falloir autre chose qui réponde bien à tous nos besoins. Ouais, parce que là, vous travaillez pour les collectivités ou les restaurants? Non. C'est un projet à partir de plus ou moins mi-avril ou mai. Et en fait, la question, c'est d'être bien carré et organisé d'un point de vue administratif pour que les choses se passent
bien Oui. pour les uns et pour les autres de ce côté-là, que ce soit fluide et que ce soit pas un frein pour ce débouché-là. Ouais, et puis que ça vous prenne pas trop de temps aussi parce que ça peut être chronophage, la gestion de la paperasse, etc. Alors ils ont repoussé la date, mais il y a la dématérialisation des factures aussi qui arrive. Donc là, avec nos petits logiciels Excel et tout, c'est mort, hein. Ça on pourra pas. Donc des logiciels comme Coupanda, tu pourras le faire, hein. C'est des logiciels qui sont officiels au niveau des factures. Et c'est ça, ouais, tu peux le gérer facilement avec une plateforme, avec ton appli, etc. Parce que enfin, demain, ça va être obligatoire. Et justement, par rapport à ça, la dématérialisation, tous les encaissements et tickets qui sont faits en marché, il va falloir que ce soit régénéré sur autre chose pour avoir une facture, entre guillemets, par encaissement ou par marché, ou est-ce que les systèmes actuels vont pouvoir être conservés, numérisés, entre guillemets Alors, les factures, moi, je ne fais pas de factures. Sur les marchés, c'est des clients, c'est du privé, donc les gens, ils ont pas besoin d'une facture. Donc, je facture pas, je fais pas de facture avec ma balance. J'ai pas besoin de faire de facture. Personne me demande de facture au marché. Ça, c'est autre chose. C'est après ce que moi, je vais déclarer en vente dans ma compta, mais c'est un peu différent. Mais du coup, en justificatif de vente par rapport à tes marchés dans ta compta, c'est le ticket global de ton ticket de marché en fait qui fait foi pour ça. Alors, ouais, moi je sors mon ticket, mais c'est des balances qui sont, comme on appelle, aux normes comptables, ou aux normes, ouais, je crois que c'est ça, normes comptables. Donc, il peut y avoir un contrôle fiscal et ils peuvent prendre ma balance et regarder toutes les ventes qui ont été faites et voir si ça correspond à ce que j'ai déclaré. Ah, oui, ça fait office de cahier de compte, entre guillemets, si j'ose dire. Enfin, pour eux, la vérification, ça leur fait un support Oui. réel. Ouais, c'est ça. Ouais, l'ancien, ouais, avant on pouvait le faire en papier, le cahier de vente, mais aujourd'hui avec ces balances-là, elles sont officielles. Ouais. Un truc sur la commercialisation. Vous faites le marché aussi? Non. Vente à la ferme. Non, vente à la ferme, éventuellement collectivité. Et après, s'il y a un marché ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose de très épisodique par rapport à une éventuelle fête de village ou regroupement entre producteurs, mais absolument pas quelque chose de régulier et d'hebdomadaire. Nous, on vit dans un tout petit village de 2000 habitants dans lequel il n'y a pas de marché. Ouais, ok. Autre chose qui C'est bon. Oui, c'est bon. Moi, je vais revenir sur l'irrigation. Comme je suis dedans aussi, là. Au niveau des électrovannes, toi, par exemple, dans la serre, tu as une électrovanne pour l'aspersion, une électrovanne pour le goutte à goutte, ou c'est toi qui ouvres, tu as une électrovanne et tu ouvres une vanne après l'électrovanne pour Non, j'ai une électrovanne pour le goutte à goutte et une pour l'aspersion. C'est ce que je vais faire. Et après, en plein champ, par contre, en plein champ. Non, ouais, en plein champ, j'ai qu'une électrovanne par jardin et derrière, je vais avoir 2 vannes. Ouais, bah, c'est ce que je voulais faire aussi. Ouais, parce que ça ferait mon programmateur, il supportera pas. Il y aurait trop d'électrovannes. Et puis en vrai, j'ai pas forcément besoin des deux. C'est vraiment assez rapide de tourner une vanne si besoin. Il n'y a pas des changements fréquents au niveau du plein champ. Là, il y a moins de changements qu'en serre. Ouais. De toute façon, en plein champ, c'est soit aspersion, soit goutte à goutte, ou aspersion au départ. Par contre, oui, c'est ça. Comme là, j'ai vu dans la formation, je sais pas si c'est une mise à jour dans les dernières mises à jour que tu as faites, tu as mis de l'aspersion dans tous les jardins en fixe maintenant. Oui. Ouais, ça c'est super. Hein. Ça c'est vraiment un confort qu'on a maintenant sur la ferme là. On n'a qu'à l'extérieur des jardins, donc on a avec 6 sprinklers, 3 de chaque côté, on arrose nos 12 planches. Et c'est vrai que ça, depuis qu'on a ça, c'est cool. Et on a juste une vanne justement à tourner pour faire de l'aspersion sur tout le jardin dans l'intégralité. Ouais, c'est un vrai confort. Ça, c'est un coût un peu au départ, mais après, du coup, derrière, tu t'y retrouves. T'as plus que la micro-aspersion et goutte à goutte à bouger. Ouais. Tu t'en bouges moins et oui, ça te permet d'arroser des grandes surfaces rapidement. Quand tu fais des grandes plantations, là, comme ça, de 6 planches, ben, tu mets tout comme ça à l'aspersion. Que parfois, c'est compliqué, tu vois, si tu veux faire, surtout quand tu as les filets, etc. Quand tu fais de la micro-aspersion derrière des plantations, c'est toujours contraignant. Alors que l'aspersion par-dessus les filets, ben, c'est pratique. Et en parlant de sprinkler, tu as essayé déjà les turbines, moi j'appelle ça aussi, ça s'appelle des turbines, c'est un peu comme pour le gazon, là. Ah, les tuyères. Ouais, enfin les tuyères c'est un autre type, mais les turbines qui
tire à 10 mètres, quoi, comme un sprinkler. Au niveau répartition d'eau, moi, je trouve que c'est mieux, mais est-ce que dans le temps, c'est bien Je pense que tu parles c'est rond, c'est ça? Ouais, Pas les de ronds, mesure, mais... comme ils ont pour les gazons et tout, ce qui sort de terre, mais sauf qu'en fait, si tu mets Ouais. un sol, c'est pas de terre. En fait, le problème, c'est que c'est pas sectorisable. C'est-à-dire que, tu vois, ça va arroser à 360. Ah non, en fait, tu as une clé en haut, tu règles à un quart, un huitième, moitié, tu fais ce que tu D'accord. Ok. Non, je connais pas. veux. Parce que moi, je sais que j'ai utilisé ça, je trouve que la répartition de l'eau, elle est mieux, ça brumise plus, ça fait moins de grosses gouttes, enfin, par rapport à un canon. Enfin, moi, les autres, j'appelle ça des canons, un canon sprinkler, standard. Ouais, c'est possible. Non, je connais pas du coup le truc pour les gazons. Pour savoir si tu avais un retour d'expérience là-dessus. Non. Après, il faut pouvoir le mettre assez haut. Je sais pas si tu peux le mettre assez haut ou pas. Après, tu mets les perches. Après, c'est comme un canon. Tu mets la perche. Ok. Du coup, moi, je l'ai essayé comme ça parce que j'en ai d'avance. J'ai un carton sous le coude, donc j'essaierai. Ah ouais, je vois la turbine Gardena, turbine gazon. C'est ça, ou Hunter, là, la marque américaine. Ouais, ok. Ce qui est bien, c'est que tu peux changer les buses à l'entrée. Donc, soit tu peux tirer à 3 mètres ou jusqu'à 10, 12 mètres en fonction de la pression de ton eau. Enfin, de rayon, je dirais. Ouais. Donc, ouais, je vois. Ok. Non, j'ai pas. C'est vrai que souvent dans l'agricole, on n'utilise pas forcément ça, mais nous, on est de toute façon, on est dans un monde un peu entre deux, hein, entre le jardin et le paysagisme et l'agriculture, quoi. Donc, tout est bon à prendre. Entre le jardinier et le gros maraîcher. Ouais. On est un peu entre les deux, quoi. Beuvry, tu avais d'autres questions? Tu voulais aborder d'autres points qui sont peut-être venus? Ouais, du coup, là, ça m'est revenu par rapport à l'irrigation, vu qu'on parlait d'aspersion. Moi, j'avais pris les Netafim, là, je sais plus si c'était Gironette ou quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment les des ronds, problèmes avec les ronds. J'ai des petites araignées qui arrêtent pas de me boucher les trous. Du coup, enfin, genre, toutes les 2 semaines, je dois passer et retirer, enfin, les toiles d'araignée. Du coup, je sais pas s'il y a une solution pour éviter ça ou. Dans ta micro-aspersion, c'est ça? Non, dans mon aspersion. Non, ouais, les gironnettes, c'était ça, c'était la micro-aspersion, mais non, Dans pour les. les spinettes? Ouais, Spinnet, voilà. Et ben, je crois que c'était les turbines, je sais plus, c'est vert ou bleu. Ouais, Mais, je vois. Et mais en tout cas, j'ai ce problème d'araignée là qui se bouge tout le temps. Enfin, je sais pas comment faire. ben non, moi j'ai pas de solution non plus. Nous, ça nous arrive aussi de temps en temps. On va nettoyer de temps en temps quand on voit une qui marche pas. On la démonte et ouais, on passe un petit coup d'eau ou un petit coup de fil de fer à l'intérieur là pour la faire partir, quoi. Mais je sais pas s'il y a vraiment de solution à ça. Ouais. Ça fait, ouais, Parce que ça fait partie. j'ai un autre modèle avec d'autres marques d'asperceurs. J'ai pas ce problème-là. Je sais pas. D'accord, Je sais pas. Du coup, est-ce que vu que ça me prend quand même pas mal de temps à chaque fois et ça me fait des zones du coup où c'est pas irrigué quand je m'aperçois trop tard. Enfin, ouais, je sais pas. Ok. Mais il faut peut-être changer pour les autres du coup. Ouais, je pense que je vais. Mais vu que c'était pas le même débit et qu'il y avait que Netafim où j'ai trouvé pour ce débit-là. Mais ouais, mais c'est vrai que des fois on voit des sprinklers avec écrit anti-insectes, tu vois. C'est que c'est un vrai problème, hein. C'est pas quelque chose d'anecdotique. Ça arrive à plein de maraîchers et sur plein de fermes où ils ont des clapets qui se referment justement une fois qu'ils ont arrêté d'irriguer pour pas que l'insecte rentre, notamment sur les supernets en plein champ, etc. Il y a justement un petit clapet qui redescend à chaque fois. Mais pas sur les supernets, ouais. Sur les supernets, les insectes, ils arrivent à rentrer. Ouais, ça c'est un peu embêtant, ouais, en effet. Mais et c'est quoi l'autre que tu utilises qui fonctionne mieux du coup? C'est les Rondeaux, je crois que ça s'appelle la marque. Ouais. Rondeaux. Ok. Et Je eux, vois j'ai cette aucun marque, ouais. problème. Mais sûrement aussi, enfin, je sais pas si c'était lié au débit, parce que du coup, j'avais pris eux parce que le débit il était plus important. Ouais. Mais ouais, ça marchait bien. Ok. Bah après au Rondo c'est pareil, ils en ont plein de différents, plein de débits. Tu dois Ouais, pouvoir trouver aussi en fonction de tes serres, etc. La bonne couleur de buse, etc. pour avoir le bon diamètre, quoi. ok. Rondo autorégulant, ouais, je vois, ouais. Ouais. Ok. Il y avait autre chose que tu. Ouais, aussi, c'était plus par rapport à une installation d'une serre où, Ouais. en fait, c'est une pépinière qui est assez petite et j'avais fait une ouverture latérale avec enroulement. Et Ouais.
Et je voulais savoir par rapport au fait qu'en fait, j'ai mis une barre à clips en haut et en dessous, donc j'ai ma barre où je peux enrouler. Mais des fois, avec Hmm. le vent, j'ai toute la barre qui s'enlève et tout ça. Je sais pas quel système je pourrais mettre pour éviter que le vent il emporte la, Ouais, la, ouais, la bâche, quoi. ouais. C'est vrai que généralement, lorsqu'on a des enroulements sur le côté, moi c'est mon cas dans mes serres, sur ma barre à clip, donc j'ai en haut, j'ai aussi un filet vert anti-vent qui vient en fait et qui est enterré légèrement dans le sol et ça maintient en fait mon enroulement. Il se trouve entre le filet et ma serre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ok. Et l'autre système qui existe, c'est un système avec des ficelles tout simplement sur ta barre à clip. Tu pourrais avoir des genres de petits crochets et pareil au niveau peut-être des pieds de ta serre et tu fais passer un zigzag en fait, une corde qui est pris en haut sur ta barre à clip et hop à chaque pied comme ça tu fais un zigzag, enfin un Z le long et comme ça va te maintenir aussi ton enroulement pour pas qu'il bouge et il sera pris entre la ficelle et ta serre. C'est les Ok. deux systèmes que je Oh, connais, ouais. super. Le Je système de la pense que ficelle est assez simple. Après, ça se bricole hein, avec quelques crochets dans ta barre à clip et quelques crochets en bas dans tes pieds de serre. Ça doit se bricoler, quoi. yes. Il y avait autre chose? Euh, Sinon, je vois qu'il y a Hugo qui est arrivé. Si tu as des questions, tu peux prendre la parole. Il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour parler. Ouais, je sais pas si tu m'entends, Hugo, ou pas. Si t'as peut-être pas de questions. Si quelqu'un d'autre a une question. Ah, Hugo, t'es revenu. Il y en a deux, Hugo. Il y en a deux maintenant. Ouais. Attends, je vais... Non, pas d'autres questions? Hugo, moi, je vais repartir sur l'irrigation. Ouais. Vu que tu es Ok. parti en fixe pour l'aspersion, enfin en fixe pour tous les jardins, est-ce Ouais. que les sortes de nourrices qu'on a au sol pour mettre le goutte à goutte sur chaque planche, est-ce que tu en as un par jardin du coup, ou est-ce que tu déplaces ces nourrices-là sur chaque jardin quand tu as du goutte à goutte? Ah non, j'en ai pour chaque jardin. Mais ça, tu les déplaces pas, ça reste fixe. Pas du Ouais, j'ai ma nourrice avec mon Les peigne vanettes là avec mes 12 vanettes pour chaque planche. Ça, j'en ai une par jardin. Ouais. hors sol, mais par jardin. Hors sol, ouais, et par jardin. Ouais, parce que t'as toujours Comme ça. des trucs à irriguer un peu partout en même temps. Donc ouais, ça c'est pas possible d'avoir peut-être au démarrage, mais rapidement t'as besoin des nourrices sur chaque jardin. Tu as juste les gouttes à gouttes que tu déplaces d'un jardin à un autre. Quoi. Ouais, c'est ça. Et l'aspersion, lui, c'est enterré par contre. Ouais, l'aspersion, c'est intéressant. Ouais. J'avais revu dans la mise à jour. Et après, au niveau fertilisation, en foliaire, toi, tu n'utilises rien. De toute façon, normalement, par rapport à la formation, tu ne mets pas de bord ou Alors, c'est pas vraiment la fertilisation, mais si, quand même, tous les 15 jours, on a un apport, tu vois, en saison, à peu près de fin avril jusqu'à fin août. On va faire un apport d'algues marines, de purin d'ortie à l'atomiseur. Ouais. Ouais. Et du bord, non l'algue marine avec du bord dedans déjà ou... Oui, il y a plein d'oligo-éléments différents. Ouais. Il y a pas de. Il y a tout et rien, enfin, pour trouver. Franchement, c'est clair. Je ne saurais pas quoi te conseiller. Il y a autant de produits que de fabricants de produits. Ils ont tous les meilleures recettes du monde. C'est vrai qu'on ne sait jamais trop lesquelles prendre. Au niveau composition, tu as des pourcentages différents, donc tu sais pas, un coup, il y en a un qui a 6% de bord, l'autre 11, l'autre 13, l'autre 15, l'autre... Ouais, et puis si tu les écoutes, il te faudrait un foliaire pour les tomates, un pour les salades, un pour les courgettes, un que tu mets en début de saison, un en fin de saison. Enfin, ça fait beaucoup de produits à acheter, quoi. Donc non, nous, on a simplifié le truc avec du purin d'ortie, purin de consoude, et puis on a un bidon d'algues marines où il y a plein d'oligo-éléments différents dedans, et voilà. On se dit que ça fait son apport en foliaire et ça maintient les plantes en bonne santé, tu vois. C'est un peu comme des vitamines, mais c'est pas notre fertilisation de base. Non, mais ça, je parlais en biostimulant. Ouais, mais c'est ça. Mais je ne sais pas s'il y en a un qui est mieux que l'autre. J'ai jamais fait d'essai pour comparer, de toute façon. Ça coûte cher, hein, ces bidons-là. Et en plus, quand tu l'as, ce bidon, en fait, tu vas pouvoir l'utiliser pendant 10 ans. Donc, souvent, tu n'en utilises pas tant que ça. Donc, on est un peu bloqué avec notre bidon pendant quelques années. Et du coup, tu l'utilises quoi? Sur les betteraves, les blettes, les choux ou sur un peu tout? Ah bah alors,
Plutôt sur les cultures longues. Courgettes, solanacées, tomates, aubergines, etc. Ouais. Les choux, ça serait bien, sauf qu'il y a les filets, donc c'est pénible. Enlever les filets pour passer un purin, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Ça peut arriver parce que c'est un moment où on a envie de désherber, etc. On ouvre les filets, ou parce qu'on a ouvert pour autre chose, tu vois. On va faire l'effort d'aller passer un purin, d'aller passer une algue marine. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je fais plus l'effort d'ouvrir mes filets pour aller passer les purins. Et le bord, c'est vrai que le bord, ça serait intéressant de le rajouter pour les betteraves et les blettes. Mais on le fait avec l'algue marine. D'accord. C'est pas systématique. Et en mouillant ou en adjuvant, quand tu fais ces traitements, enfin tes purins, tu utilises du savon noir ou les adjuvants, pareil, qui vendent Non, si on en met, c'est du savon noir. On peut mettre ça en adjuvant, mais non, j'achète pas de produits d'adjuvant. pas que savon noir. Ouais, ça suffit, ouais. Ouais. Après, des carences en bord, ça peut se voir aussi par les analyses de sol. Lorsqu'on fait les analyses de sol, c'est bien de demander justement le bord aussi, voir qu'est-ce qu'il en est dans le sol, parce que c'est pas d'origine. Enfin, c'est pas. Quand tu fais une analyse classique, souvent il y est pas, il faut le demander. Ça peut être intéressant aussi de voir où ça en est dans vos sols, quoi. Bon, mais ça, il nous avait dit de toute façon qu'il en manquait. Il faudra faire un apport. Je crois qu'il y a une assiette qui s'est cassée. Non. Non, c'est un bac avec, avec 350 photos classées dans l'ordre qui. Ah, ça arrive. Et après, en niveau fertilisation, du coup, là, ça va être le bon terme. Pour les cultures longues, tu réintègres des fertilisants en cours de culture ou... Ouais, on le fait sur tomates. Ça, c'est sûr qu'on le fait. Surtout qu'on fait de la contreplantation avec tomates, donc on va le refaire. Et aubergine poivron, ouais, ça serait aussi intéressant de le refaire en cours de culture. Mais c'est le seul. Ouais, ceux-là, après, les choux, non, tu une fois. Non. Non, en plus, tout est en toile tissée. Tu vois les choux, donc ça serait complexe pour nous. Alors que sur les solanacées, on est en toile tissée, mais on peut les enlever vu que c'est des toiles tissées qu'on met sur le rang, là. Donc, on peut l'ouvrir pour mettre notre fertilisant. Mais après, non, pour le chou, etc., pas de refertilisation en cours de culture. C'est pareil, c'est toujours la même base. De toute façon, tu mets la fiente de poule ou tu remets des trucs un peu plus... Non, toujours la même base, fiente et sulfate de potasse, mais il n'y a pas d'autre chose, quoi. Ouais. On fait une fois qu'on... Par contre, il faut faire gaffe quand on refertilise en cours de culture. Des fois, ça a du mal à être intégré au sol, donc il ne faut pas hésiter à faire des gros arrosages derrière pour que l'engrais que les fientes de poule elles se délitent un petit peu et qu'elles soient absorbées, tu vois. Parce que des fois, si tu les mets juste en surface comme ça, tu peux les retrouver en fin de saison, donc je peux te dire qu'elles n'ont pas été trop utiles. Okay. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question? Vous avez une autre question ou on est bon ou Je réfléchis, mais non, franchement, je sais pas. Ok, ça marche. Ouais. La microferme des sapins, on est bon? Il y avait autre chose? Je réfléchis, mais bon, ça peut être long. J'avoue qu'on n'est pas nombreux, donc... Et donc après, on peut moins rebondir sur des choses. C'est ça. Du coup, sur les carottes, vu que c'est assez long, au champ, non, tu refertilises pas. Non. Non, vraiment, il y a rien qu'on refertilise. À part, il y a pas trop d'intérêt. À part, je te dis, les solanacées, c'est les seuls qui auraient un intérêt à refertiliser. Et concombre aussi, non, peut-être? Non. Ouais, mais concombre, on fait une autre série, on fait plusieurs séries, donc à moins que tu veux essayer de garder une seule série sur toute la longueur, mais c'est rarement faisable avec les maladies. Je vais appliquer ce que tu nous as appris déjà. Donc, non, on refertilise pas. Ah si, au niveau de l'épandage du compost, de toute façon, j'ai regardé tes vidéos, là, comme je me suis posé des questions sur les quantités. Ouais. Et du coup, avec un retour d'expérience, est-ce qu'il faut des brouettes spéciales, des trucs, ou la brouette simple, ça suffit pour... parce que vu qu'on réduit vachement en quantité avec les années, du coup... Non, nous, on a des brouettes... nous, on utilise des brouettes qu'on appelle de rénovation parce qu'elles sont étroites et c'est vrai que j'aime bien ces brouettes-là parce que j'aime bien les utiliser pour les récoltes, mais c'est pas plus, hein, c'est des brouettes normales en fait. Là, c'est les brouettes de maçon plus étroites là, qui sont plus profondes. Ouais.
Ouais, moi j'aime bien ces brouettes. Du coup, c'est 5 brouettes pleines que tu mets à refus. Quand tu les remplis, tu les mets à refus Ouais, ouais. presque à déborder. Et hop, c'est 5 brouettes. Oui, ouais, c'est une brouette, oui, à refus à peu près, quoi. Ouais, je fais pas des grosses montagnes non plus, mais. Non, parce que ça, ça prend plus de volume qu'une brouette normale, que les brouettes plates, enfin les brouettes standards. Je sais plus, c'est 70 litres, je crois. Ouais, mais t'en mets plus dedans. Ouais, c'est possible. Mais je trouve que les autres, elles sont moins pratiques à manier, c'est plus lourd, alors que là, tu as le poids qui est mieux réparti, quoi. Et Du coup, tu t'en sers même pour les récoltes de cette brouette-là, tu t'en sers aussi pour les récoltes. Ouais, je m'en sers pour les récoltes, ouais. On passe dans nos allées comme ça, surtout les cultures un peu lourdes, type courgettes, concombres, et on met nos caisses de récolte à l'intérieur, là, nos bacs de récolte, et on passe avec ça, ouais. Mais après, toutes les autres brouettes maraîchères, enfin, qui nomment ça brouettes maraîchères, où t'empiles les caisses qui sont vachement longues et tout ça, t'en as, donc tu t'en sers de brouettes. Ouais, ben, on s'en sert pour les récoltes, ouais. On s'en sert aussi, parce que la brouette jaune, enfin, je dis jaune parce qu'elle est jaune, mais ma brouette de maçon, là, elle passe dans les allées, mais après, c'est vrai qu'on va avoir on va avoir des brouettes maraîchères pour amener jusqu'à la salle de lavage ou avec le micro-tracteur, tu vois. Elle, ça va être plutôt faire le va-et-vient, et la petite brouette, c'est plus dans les allées et pour le compost. Et après, dans les serres, tu as une brouette spéciale aussi pour pouvoir. Ouais, il y a un chariot, enfin, il y a juste le chariot de récolte qui est utilisé pour la tomate, mais sinon, c'est avec les brouettes, toujours les mêmes brouettes pour le reste, même dans les serres. Et pour aller en hauteur, tu as une marche, tu as un truc après, non? Parce que le chariot de récolte, tu n'as pas quelques marches pour gagner. Non, j'ai pas quelques marches. Non, on a un escabeau, mais qu'on va utiliser surtout pour le palissage des tomates. Mais après, non, ça va pour les récoltes, on s'en sort. Non, ça va, à bout de bras, ouais. Ouais, pour les récoltes, oui. Pour du palissage de tomates, non, parce que c'est 2,50 m le fil. Pour récolter, ça va, parce que tu n'as pas forcément tous les fruits en haut, mais pour le palissage, ouais, il faut un escabeau, ouais. Ou une plateforme. Et du coup, comme tu parles de palissage de tomates, après, toi, je sais pas le terme, c'est quand. Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est le palissage en V. C'est quoi le terme exact il n'y a pas un autre? Je vois que c'est le palissage en V qu'on appelle. En fait, quand tu vois tes tomates, en fait, quand tu les regardes dans le rang, ben, elles sont vraiment à droite et à gauche, et puis après, on les couche sur le rang, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et dès que la tomate elle arrive au fil de culture à 2,50 m, ben, tu es obligé de la descendre et tu déplaces ton roller. Et petit à petit, voilà, tu les décales et ça fait pas un cercle, mais en fait, quand ça arrive au bout, ben, on repart sur l'autre rang, comme ça tourne, quoi. Elles sont pas toutes décalées dans le même sens, en fait. Il y en a une qui vont d'un côté, les autres qui vont de l'autre côté, quoi. Et ça, ouais, c'est obligatoire si tu utilises du greffé. Voilà, ces variétés hyper productives, hyper poussantes. Au bout d'un moment, elles deviennent trop grandes, quoi. Donc, tu es obligé d'utiliser ce système-là. Et entre le roller et le truc il n'y a pas de. Franchement, c'est pareil. C'est deux fabricants différents, mais je pense que c'est la même. Chacun a ses préférences, mais moi j'ai des rollers, je fais avec des rollers, mais j'ai déjà utilisé les deux, je vois pas, il n'y a pas de différence en fait. Il n'y a pas de mieux ou de. Non, je pense pas. Non. Voilà, on arrive au bout de ce podcast. Bravo d'avoir tenu jusque-là. J'espère que tu as pu apprendre plein de choses. En tout cas, moi, à chaque fois, ça me nourrit et j'apprends vraiment beaucoup de tout ce partage avec les autres maraîchers. Donc, si toi aussi, tu veux poser des questions, tu peux le faire direct sur le forum lecercle.lesjardinsdelavalette.com ou assister à une vidéo aussi en direct tous les mois. C'est possible. Donc, si tu veux être au courant de la prochaine, tu peux t'inscrire donc à YouTube pour recevoir la notification, et les notifications pour la prochaine vidéo, c'est sur le cercle. Sinon, à très bientôt, bon maraîchage, bon jardinage, ciao.